Bonjour, bienvenue dans Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, on sera dans un instant avec un des meilleurs spécialistes de l'opinion publique, Stewart Shaw de l'Institut de sondage Verian. On reviendra notamment sur la cote de popularité du président du RN qui s'envole quand celle du président de la République s'effondre pour atteindre son plus bas niveau. Dans le spectaculaire vol des bijoux du Louvre commis il y a 2 semaines, c'est l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC, qui est au cœur de l'enquête, une unité spécialisée dans laquelle s'est immergé mon invité Luc Ariba. Il viendra nous raconter comment ces policiers traquent les voleurs d'œuvres d'art. Et pour terminer cette émission, on parlera d'une grande actrice qui a marqué le cinéma français, Simone Signoret. Nicolas Détienne d'Orve lui consacre son dernier roman. Vous avez le programme, Point de vue, c'est parti. Bonjour Stewart Shaw, vous êtes directeur clientèle chez Verian. Merci d'être en direct sur le plateau de Point de vue. Vous êtes un des meilleurs spécialistes de l'opinion publique. Toute la semaine dernière, les parlementaires ont débattu jusqu'à hier du budget de l'État. Ça intéresse les Français? Ça les indiffère? Ça les inquiète, les Français? Alors, ce qui est sûr, c'est que les Français regardent tout ça avec beaucoup de distance, des émotions qui sont assez contrastées, à la fois avec beaucoup d'inquiétude, vous avez raison, puisque l'opinion publique n'est pas évidemment indifférente vis-à-vis de la situation de la France, puisque ça a des conséquences assez importantes dans leur vie au quotidien. Donc des Français quand même inquiets, mais des Français aussi assez distants vis-à-vis du spectacle qui est aujourd'hui donné par l'ensemble de la classe politique et qui donne plutôt l'image d'un politique déconnecté des réalités avec, vous savez, ces petits arrangements politiciennes dont les Français ne raffolent pas vraiment. On voit d'ailleurs dans l'ensemble des enquêtes d'opinion que la confiance aujourd'hui dans l'ensemble des partis politiques est à son niveau le plus bas. Donc ça montre bien que les Français sont assez tiraillés entre des inquiétudes très fortes qui les poussent effectivement à suivre encore avec quand même un peu d'intérêt ce qui est en train de se passer à l'Assemblée et une forme de distance prise vis-à-vis d'un spectacle assez navrant qu'ils déplorent depuis maintenant un certain nombre d'années. Il a beaucoup été question d'impôts la semaine dernière à l'Assemblée nationale, de taxes. L'expression justice fiscale s'est imposée au fil des débats et en réalité depuis finalement l'été. Ils ont un sentiment, les Français, d'injustice justement à propos d'impôts. Ce qui est vrai, c'est qu'on a une opinion publique qui est assez consensuelle sur un point, c'est-à-dire que la redistribution des richesses dans ce pays ne se fait pas comme il le faudrait. Et donc, on a 2 dynamiques. Une première dynamique qui consiste à dire que oui, les Français ont le sentiment de contribuer beaucoup plus par rapport à ce qu'ils reçoivent. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième dynamique, c'est des Français qui considèrent que ceux qui gagnent beaucoup aujourd'hui ne contribuent pas suffisamment à l'effort collectif. Donc, on parlait de justice fiscale. Moi, je parlerais presque d'un pacte aujourd'hui fiscal en France qui est rompu. Ce pacte fiscal qui est quand même, il faut le dire, à la base de notre société, de notre fonctionnement aujourd'hui de la société, avec une France avec un État providence qui redistribue. Et donc là, d'une certaine manière, les Français doutent aujourd'hui de la manière dont c'est géré. Peut-être d'un mot, vous avez une grande majorité aujourd'hui de nos concitoyens qui considèrent, encore une fois, que les trop riches ne payent pas assez et que eux contribuent beaucoup trop, et donc ça plaide pour une très large majorité à une redéfinition aujourd'hui effectivement de la fiscalité en France. À partir d'aujourd'hui, les débats de l'Assemblée nationale vont se consacrer à l'autre budget, c'est celui de la sécurité sociale. Ça risque d'être plus rude, plus difficile là, les débats, que les débats concernant le budget de l'État? Oui, ça risque d'être plus rude, alors déjà d'un point de vue de l'opinion publique, parce qu'il faut le rappeler que la santé publique est le sujet prioritaire des Français. C'est le seul sujet qui ne dévie pas
dans la hiérarchie des priorités. Ça reste très largement aujourd'hui quelque chose, en tout cas un sujet, un enjeu sur lequel les Français attendent des réponses. On voit d'ailleurs dans l'actualité assez récente des médecins, des hôpitaux qui sonnent... les urgences de Caen. Tout à fait, par exemple, qui sonnent un peu l'alerte en disant on n'a pas assez de médecins aujourd'hui. Donc l'accès à la santé est un sujet absolument prioritaire. Donc effectivement, tout ce qui va être effort, encore une fois, sur la santé publique, va être perçu en tout cas par l'opinion comme soit un retour en arrière, soit encore une fois un effort qu'il va falloir faire consentir sur un sujet, encore une fois, qui est absolument fondamental pour les Français. Donc, en tout cas, d'un point de vue de l'opinion publique, là, pour le coup, les messages qui vont être envoyés, les décisions qui vont être prises seront scrutées très précisément. Il y avait ce mot au début de la rentrée, enfin un mot imposé par le Premier ministre, compromis. On voit assez peu de compromis à l'heure actuelle. Les Français, eux, ils rêvent de compromis, de concessions. C'est un espoir qu'ils ont. Alors, les Français, j'espère qu'ils rêvent encore à quelque chose. Ça, c'est un premier élément. Après, oui, c'est vrai qu'on a une inversion de tendance d'opinion depuis quelques semaines, je dirais. C'est-à-dire qu'à partir de la démission de François Bayrou et de la renomination, on va dire, de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre, on a une minorité aujourd'hui de Français qui considèrent qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Dans nos chiffres, c'est à peu près 46%, vous voyez. Donc, c'est un changement par rapport à ces dernières semaines où on avait plutôt une majorité de Français qui souhaitaient la dissolution de l'Assemblée nationale et non pas la renomination d'un nouveau Premier ministre. Ouais. Donc là, on a un changement de posture. Ce changement de posture, à mon sens, il dit plusieurs choses. D'abord, oui, que les Français n'ont pas forcément une aspiration à une instabilité extrêmement forte et une inquiétude qu'elle peut générer. Et deuxième chose, c'est qu'elle considère aussi que peut-être que le Premier ministre est en mesure d'aller chercher un certain nombre de compromis de façon peut-être à temporiser pour attendre la prochaine élection présidentielle. Parce que d'un mot, ce qu'attendent réellement les Français, en tout cas en termes d'aspiration, c'est que au final, ce ne soit pas un changement de Premier ministre, mais un changement de président de la République. Et ils ont, pour une majorité d'entre eux, compris que ça ne pourra pas se faire avant 2027, en tout cas en tant que tel aujourd'hui, selon les propos du président, qui dit vouloir mener à bout, en tout cas, son quinquennat. Donc les Français se disent, au final, il faut effectivement trouver un chemin de compromis. Ils rêvent d'un homme, justement, providentiel, les Français. C'est compliqué parce que l'homme providentiel, les Français, on l'espère toujours. Et on a toujours le sentiment que... C'est ce qu'a montré une de vos dernières études. Tout à fait. Il y a toujours une personnalité qui peut sortir du lot. Mais je pense qu'il faut regarder cela avec beaucoup de nuances. Les Français sont conscients qu'on évolue dans une société et dans un monde qui est extrêmement complexe. Qu'il n'y a pas une vérité, mais plusieurs vérités aussi sur un même sujet. Qu'il y a des faits qu'on peut interpréter de manière différente. Qu'il y a des enjeux, des priorités et des choix à faire. Et ils savent très bien que ce qu'on leur promet n'est pas toujours ce qui est décidé à la fin. Donc je verrai pas forcément dans l'opinion une aspiration à l'homme providentiel. Je verrai, et ça répond aussi aux deux précédentes questions, à une personnalité qui rassure, et qui rassure sur un point, c'est-à-dire le retour de l'État-nation. L'État-nation au sens d'un État qui protège. Les Français aujourd'hui, ils ont un sentiment extrêmement fort, c'est l'inquiétude d'une France qui ne les protège plus. C'est la raison pour laquelle on parle par exemple de la santé publique, c'est la raison pour laquelle on parle de justice fiscale. Où est-ce que ce pays aujourd'hui, et quand est-ce que ce pays pourra donner des gages sur sa capacité à protéger les siens? Et c'est sur ce doute-là que les Français aujourd'hui ont un avis à donner. Le spectaculaire cambriolage des bijoux de la couronne au Louvre, c'est une source d'inquiétude. Ça va aussi dans ce sentiment que justement la nation, la France, le pays ne rassure pas. Oui, c'est un peu l'expression finalement. Alors, on pourrait dire anecdotique de cette crainte, de cette inquiétude, de cette disparition. Mais pas tant que ça au final, parce que c'est un miroir grossissant de cette blessure qui est déjà là, c'est-à-dire d'une France qui a du mal aujourd'hui à convaincre ses concitoyens qu'elle les protège sur sa santé, qu'elle redistribue les richesses correctement. Elle n'est pas capable de protéger même les bijoux. Et qu'au final, elle n'est même plus capable aujourd'hui de protéger son patrimoine. Donc c'est pas tant, je dirais, la perte de ces objets précieux que l'image que ça renvoie
renvoie. Vous savez, moi je dis souvent que sonder l'opinion publique, ce n'est pas juste sonder des opinions, c'est sonder aussi la manière dont les gens vivent les choses. Et donc oui, en tant que tel, le braquage du Louvre peut apparaître comme anecdotique sur le papier, mais la manière dont c'est vécu, la manière dont c'est ressenti, peut me sembler en tout cas être un indicateur important dans ce contexte-là. Celui qui tire son épingle du jeu dans cette crise politique qu'on vit, c'est Jordan Bardella. Vous avez publié pour le Figaro Magazine le baromètre, un variant de la cote de popularité. On le voit dans ce baromètre, le président du Rassemblement national a pris plus 5 points. Oui, il est à 45% de cote de confiance, en tout cas de cote d'avenir. C'est un score qu'il n'a jamais atteint. C'est une progression de 5 points, comme vous le disiez très justement. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est une personnalité attrape-tout, parce que le RN est devenu un parti attrape-tout. C'est-à-dire que vous avez des catégories de la population qui étaient plus ou moins, imperméables à l'idée de voter un jour pour le Rassemblement national et qui commencent petit à petit à se tourner vers ce parti-là et vers l'incarnation aujourd'hui de ce parti qui est porté par Jordan Bardella. On voit qu'il progresse chez les jeunes, on voit qu'il progresse chez les actifs, tous confondus. On voit qu'il progresse énormément chez les retraités, entre parenthèses, qui votaient massivement, ou en tout cas qui soutenaient massivement le président de la République. Donc le RN et Jordan Bardella, peut-être plus le RN d'ailleurs que Jordan Bardella, on pourra en dire un mot, arrivent à installer dans l'opinion publique cette logique d'alternative. C'est-à-dire, on a tout essayé, pourquoi pas nous? C'est une bataille, en tout cas une idée qui fait son chemin dans l'opinion publique, ce qui montre qu'effectivement, un certain nombre de personnalités de son bord évoluent assez positivement. D'un mot pour terminer, cette logique d'alternative, elle dit une chose. Après, il faut voir si cette logique d'incarnation par Jordan Bardella et Marine Le Pen arrivera à concrétiser les choses. Et ça, seule une campagne, au final, électorale nous donnera le dernier mot. De la campagne qui donnera le résultat. Une Marine Le Pen, elle, qui est stable. Qui est plutôt stable, donc elle ne pâtit pas forcément de ces aléas judiciaires. Elle ne pâtit pas non plus de la progression de son dauphin. Pourtant, elle reste à un niveau extrêmement élevé, ce qui montre aussi que les Français qui, en tout cas, attendent de ces deux personnalités politiques, qu'ils savent très bien que le jeu va se jouer dans ce duo-là, qu'ils attendent peut-être de voir aussi effectivement l'avenir judiciaire de Marine Le Pen et qui font tout aussi confiance aujourd'hui à Jordan Bardella. Pour la première fois la semaine dernière, le Rassemblement national a fait adopter une résolution qui dénonce les accords de 68. C'est les accords qui lient la France avec l'Algérie. Une résolution adoptée avec les voix, certaines voix de la droite, de Horizon. Est-ce que c'est un fait marquant pour le RN et au-delà pour la vie politique française ? Oui, c'est encore une fois l'illustration peut-être que des digues sont en train de s'effondrer. On l'a beaucoup dit, donc j'apprendrai rien là, mais c'est vrai que ça institutionnalise en tout cas l'idée sur laquelle le Rassemblement national est un parti comme les autres, et donc un certain nombre d'alliances peuvent se faire. Alors c'est un texte qui est symbolique, donc il n'y a pas de conséquences majeures d'un point de vue législatif. Par contre, oui, dans l'image que ça peut donner, voilà, c'est, je dirais, la dernière pierre. Dynamique, en fait, à l'Assemblée nationale. Absolument, c'est la dernière pierre un petit peu à cette légitimation aujourd'hui du Rassemblement national comme un parti comme les autres au final. Côté RN, il y a un discours de la part de Jordan Bardella très pro-entreprise. Et puis, on l'a vu la semaine dernière, de l'autre côté, des députés RN qui ont voté beaucoup d'amendements concernant les impôts. Il y a comme un manque de cohérence finalement entre un discours et des votes à l'Assemblée nationale. Ça n'entamerait pas la crédibilité du Rassemblement national ? Ça peut tout à fait. C'est vrai qu'on n'est pas du tout sur une ligne très cohérente en termes de politique économique. Donc oui, effectivement, les Français peuvent se rendre compte au final qu'il y a une forme de flottement sur ce que pense, ce que propose réellement le Rassemblement national. Alors ils ont essayé de donner des gages, ils ont fait un contre-budget, ils proposent là actuellement 25 milliards d'économies, donc ils essaient d'apporter cette preuve de leur crédibilité sur le point économique. C'est vrai que pour le coup, les Français sont peut-être
un petit peu attentif vis-à-vis de ce qui aurait proposé. Néanmoins, je parlais tout à l'heure de logique d'alternative, attrape-tout. Les Français se disent aussi qu'au final, dans l'opposition, rien aujourd'hui ne leur apparaît non plus comme beaucoup plus crédible. Donc dans une logique du par défaut, un certain nombre d'électeurs pourraient se tourner vers le Rassemblement national, même si, sur le plan économique, ils ne pensent pas toujours les choses très crédibles. Juste d'un point, sur le président de la République, on a très longtemps accordé sa compétence d'un point de vue financier et sa compétence sur les questions économiques. Du banquier Macron. Du banquier Macron. Beaucoup se rendent compte aujourd'hui que ça n'a pas eu en tout cas les résultats escomptés. Donc là aussi, vous voyez, ça remet encore une fois du flou, du brouillage et qui profiterait aussi à un RN. Ce qui, tant bien que mal, même s'il n'est pas vraiment crédible ou cohérent, peut apparaître comme une solution comme une autre. L'autre enseignement de votre sondage, c'est effectivement la cote d'Emmanuel Macron, une popularité qui est au plus bas, c'est ça? Au plus bas, elle est à 11%. C'est le record 11% des Français lui font encore confiance. Absolument. C'est un record qui est historique à deux égards. Historique parce que c'est le score le plus bas jamais enregistré par un président de la République. Il a ce record qu'il partage avec François Hollande, son prédécesseur, qui avait été aussi évalué à 11% en 2016, juste après la publication du livre de vos confrères, un président ne devrait pas dire ça, et quelques mois avant le fait qu'il renonce à se représenter pour un second mandat. Alors Emmanuel Macron n'aura pas cette question à se poser normalement, mais en tout cas, oui, c'est un record absolument historique. Et puis, deuxième élément, moi, que je pointerai, c'est cette dégradation du socle électoral aujourd'hui, qui montre bien que le macronisme originel est en train, si ce n'est de disparaître, en tout cas de se diluer. D'un mot, on voit que sur les retraités, il perd aujourd'hui plus de 10 points. Juste 9% des 65 ans et plus lui font confiance. Ils étaient 69% en 2017, 53% en 2022. Sur le socle électoral, les électeurs ou les sympathisants ensemble ne sont que 53% à lui faire confiance. Vous voyez, je dirais presque 1 sur 2 seulement, c'est quand même très très faible. Et puis ensuite sur les classes moyennes supérieures, où effectivement c'était plutôt son cœur électoral, et on voit là aussi qu'il baisse de plusieurs points. Donc on voit encore une fois que ce socle électoral est en train de se fragiliser et que même chez les siens, il ne fait aujourd'hui plus du tout l'unanimité. Par contre, Sébastien Lecornu, qui est un proche du président, progresse. Il ne semble pas souffrir trop de sa proximité avec le président de la République. Tout à fait. Il fait plus 5 points, le Premier ministre. Je crois qu'il est à 23% dans notre baromètre. Ce qui montre deux choses. C'est qu'il y a vraiment une tendance inverse. Bon, déjà, oui, effectivement, il est largement au-dessus du président de la République. Mais il rassure le socle électoral dont je vous parlais, qui n'est plus du tout rassuré par le président de la République. Donc, il se tourne plus vers le Premier ministre en lui donnant certainement aussi un gage de confiance en se disant peut-être que ce Premier ministre arrivera à trouver des compromis. Donc vous voyez, c'est un peu ces vases communicants. Les Français ne font plus du tout confiance, en tout cas même sur le socle électoral, au président de la République et se tournent pour un certain nombre d'entre eux vers le Premier ministre en espérant qu'il trouve une voie et une issue à cette crise politique. Et pour terminer, il y en a un qui décroche, c'est Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui perd 4 points. Oui, je pense que la sortie du gouvernement a été désastreuse pour lui en termes d'image, avec des déclarations qui, là encore une fois, ont nui à la cohérence politique. Il a quand même, il faut le dire, un socle électoral qui est attaché à une valeur, qui est la valeur de la fidélité. La fidélité en politique, c'est quelque chose de très fort dans le socle républicain. Et quand on semble faire défaut vis-à-vis de cela, pour le coup, ça a un impact assez majeur. Donc oui, des électeurs LR aujourd'hui qui ont une inquiétude à la fois sur l'incarnation de ce que va être LR dans les années à venir et qui sont aussi, il faut le dire, pour certains en tout cas, séduits par d'autres personnalités venues de leur droite. Je parle de Jordan Bardella, je peux parler aussi par exemple de Sarah Knafo. Donc voilà, tout ça peut fragiliser, je dirais, le bloc Les Républicains aujourd'hui. Merci Stewart Shaw d'avoir été avec nous en direct sur le plateau de Point de Vue. Un baromètre à retrouver dans le Figaro Magazine sorti vendredi. Où sont passés les bijoux de la couronne volés au Louvre? Y a-t-il un espoir de les retrouver? Au cœur de l'enquête, un service de police spécialisé, l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic. Mon prochain invité, Luc Laribaud, s'est immergé au cœur de ce service. Il en a tiré un ouvrage passionnant pour la première fois et raconter les missions et les actions menées par ces hommes et ces femmes pour la protection d'un
patrimoine commun. En attendant qu'il me rejoigne sur le plateau, eh bien, je vous propose d'écouter la procureure de Paris. Elle donnait les derniers développements concernant l'enquête sur les bijoux volés. Les investigations permettent de dire que s'il a été mis en examen du chef de vol en bande organisée et d'association de malfaiteurs, c'est qu'on le soupçonne de faire partie de ce commando qui a agi à l'encontre du musée du Louvre il y a maintenant une quinzaine de jours. On a une idée de son rôle précis ? Alors, de son rôle précis, pas encore, en tout cas sur ce que je peux vous en dire, et ce dont on le soupçonne, puisque lui-même s'est refusé à toute déclaration et que ses comparses qui ont été précédemment mis en examen ont livré des déclarations que l'on estime, nous, parcellaires. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que grâce à des traces ADN qui ont trouvé qu'il est lié évidemment à cette attaque du musée du Louvre. Quel est son profil? Est-ce qu'il est déjà connu de la justice, de la police? Oui, c'est quelqu'un qui était déjà connu des services de police et judiciaire. Et si je veux me fonder que sur son casier judiciaire, c'est un casier judiciaire qui porte mention de 11 condamnations, dont une dizaine déjà pour fait de vol. Bonjour Luc Lariba, merci d'être en direct avec nous sur le plateau. 2 points de vue. Vous êtes l'auteur de ce livre tout à fait passionnant, Trafic d'œuvres d'art, une enquête au cœur de l'OCBC, c'est l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Ce sont eux qui sont à l'œuvre dans l'enquête des vols des bijoux du Louvre, aux côtés de la BRB. C'est assez exceptionnel de se faire accepter, c'est une première. Comment vous avez réussi à vous faire accepter dans cette unité? Déjà, je les remercie encore, très sincèrement. Effectivement, c'est une première. Ce qui m'a motivé, c'est c'est un sujet qui m'intéresse et qui me passionne depuis très, très, très longtemps. Oui. Et il n'y avait aucun livre qui traitait du trafic des biens culturels vu de l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez souvent des anciens policiers qui racontent leur mémoire, des anciens patrons du RAID qui vont raconter des faits d'armes du RAID ou du GIGN, enfin bref. Mais il n'y avait rien sur l'OCBC par l'OCBC. Donc, m'intéressant à ce sujet depuis très longtemps, j'avais tissé déjà des contacts avec des gens de l'office, et notamment un enquêteur qui maintenant a pris sa retraite. Et quand j'ai eu l'idée de faire ce livre, j'ai repris contact avec cette personne-là. Et je leur ai dit, voilà, il va y avoir les 50 ans de l'office. Cette année, en 2025, ça serait bien qu'il y ait un ouvrage spécialisé sur ce domaine-là. Donc, j'ai pu les rencontrer et je les remercie parce qu'effectivement, ça n'a pas été facile tout de suite de gagner leur confiance, d'accepter que je sois avec eux dans leur bureau pour écouter, entendre, ça a été faire parler. décisif, fêter les 50 ans peut-être finalement. Il y avait ça, mais c'est aussi que c'est un service dont on parle très peu. Parce qu'il y a un côté très secret, très discret chez eux. C'est des enquêteurs, à la fois des policiers et des gendarmes. Donc c'est la seule police en France. Particularité, oui. Qui est la seule à mêler les 2 corps d'armes. Et puis, ce sur quoi ils enquêtent, ce n'est ni la drogue ni les armes, c'est remonter des filières qui peuvent être liées à des personnalités publiques importantes, qui peuvent être liées à des institutions importantes et qui peuvent aussi être liées à une voyoucratie très importante. D'où leur discrétion. Effectivement, c'est un militaire qui est à la tête de cet office, c'est le colonel Percy Dussert. Alors maintenant, ce n'est plus lui. Moi, quand j'ai rencontré, c'était le colonel Percy Dussert. Oui. Là, c'est le colonel Félicité. Le colonel Félicité, c'est récent puisque votre livre est sorti en mai, je crois. Il y a un état d'esprit très fort que j'ai ressenti en lisant votre livre, c'est qu'ils se sentent garants d'un patrimoine commun. Alors effectivement, ils se sentent garants d'un patrimoine commun. Il y a 2 choses qu'ils font très importantes. C'est qu'ils font de la prévention. Oui. Donc, au niveau du marché de l'art, au niveau des galeries, au niveau des musées, des institutions et même des particuliers. Et puis, ils font aussi de l'opération. Donc, ils vont enquêter, ils vont faire un travail de police lambda avec enquête, tout ce que ça veut dire. Garde à vue, interpellation, interrogatoire, interpellation, perquisition aussi. Perquisition également. Donc, il y a vraiment les 2 qui se rejoignent et qui sont liés. C'est-à-dire que les opérations qu'ils mettent en place, sur lesquelles ils opèrent, découlent des stratégies nationales, internationales, en lien avec d'autres polices, avec d'autres institutions. Ils travaillent énormément avec Europol, avec Interpol et donc avec d'autres polices pour pouvoir avancer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, s'ils arrivent à bien travailler, c'est parce que c'est le résultat aussi de tout ce qu'ils ont fait en amont. Le trafic d'œuvres d'art, c'est une criminalité à part entière
c'est une criminalité à part entière de facto, puisqu'on s'attaque à des biens culturels. C'est une criminalité très importante. L'UNESCO, il y avait quelques années, l'avait placé au rang de du troisième trafic dans le monde, après la drogue et les armes. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On y va quand même à tâtons sur ce chiffre-là, sur ce donné-là. Mais c'est vrai que c'est une criminalité à part entière, parce qu'une œuvre d'art est à la fois très connue et inconnue. Vous pouvez voler un tableau d'un grand peintre. C'est un tableau d'un grand peintre, mais vous pouvez passer la douane avec ce tableau roulé dans un tube. Vous n'allez pas forcément être arrêté. Une statuette pillée en Égypte, en Syrie ou en Grèce, ou même une pièce d'or trouvée sur le sol français, ne va pas être reconnue tout de suite comme une œuvre d'art, et pourtant, c'en est une. C'est une criminalité qui est en progression. Oui, c'est une criminalité en progression, parce qu'aujourd'hui, transporter des armes dans sa voiture, on est vite repéré. Transporter de la drogue, c'est quand même vite repérable. Transporter une œuvre d'art, ça l'est moins. Et puis c'est surtout que ça permet aussi de blanchir soit des armes, soit de la drogue, d'être une monnaie, un passage, on va dire, entre différents trafics. Et puis aussi parce que le recel de biens culturels, la législation sur le recel n'est pas la même partout dans le monde. C'est effectivement ce que pense une des hypothèses données par la procureure de Paris concernant le vol des bijoux du Louvre, que effectivement ce soit une marchandise de blanchiment, voire de négociation, et un peu une monnaie d'échange. J'imagine que vous suivez attentivement, comme beaucoup de Français, et encore plus, puisque vous avez été en immersion dans cet office central qui enquête sur les œuvres d'art, les bijoux de la couronne. Vous pensez qu'on a un peu une chance là de les revoir ? Une chance, c'est vraiment du 50-50. Du 50-50 ? De les retrouver, oui, non. En l'état entièrement comme ils étaient, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer. Ce qui est certain que oui, c'est qu'il y a une possibilité que ces bijoux-là soient dessertis, découpés et échangés contre d'autres choses, et qu'on ne retrouve peut-être qu'une partie. Le temps qui passe, c'est un élément important que vous soulignez dans votre enquête. Le temps qui passe, on est à plus de 15 jours. C'est un facteur donc majeur, c'est ça ? C'est un facteur très important dans toutes les enquêtes, mais c'est vrai que j'ai pu m'en rendre compte particulièrement au sein de l'OCBC. Ils peuvent prendre une enquête à un jour, travailler dessus pendant 10 jours à fond parce qu'ils ont des éléments, des informations importantes, et puis ça va diminuer au fil du temps, et puis 1 mois, 2 mois, parfois 1 an, 2 ans après, il va y avoir un élément qui va revenir et qui va leur faire revenir dessus, réouvrir l'enquête, même si elle n'est pas forcément fermée, clôturée, pour pouvoir arrêter quelqu'un. Donc c'est vrai que le temps est un facteur très très important. À la fois ils vont vite, et à la fois ça peuvent arriver sur du long terme. Dormir un petit peu entre guillemets, quoi. Ce serait un peu ça. C'est un peu le principe d'une œuvre d'art, c'est de la laisser dormir aussi. Oui, pour qu'elle ressurgisse, c'est ça, sur le marché. Exactement, de façon plus discrète, en espérant que tout le monde ait oublié, en fait, c'est ça ? Il y a ça, mais après les bijoux du Louvre, on ne va pas forcément les oublier comme ça, mais c'est vrai que ça s'est prouvé que des tableaux comme ça avaient été volés, on oublie, on ne fait pas forcément attention, des statues dans les églises, et puis voilà, avec les données qu'ils ont, les informations qu'ils ont, telle statue volée il y a 10 ans dans une église va refaire surface sur une brocante, chez un galeriste, dans une maison de vente. Eux, ils travaillent avec une base qui s'appelle Tréma, c'est ça, qui recense tous les objets. Oui, c'est tous les objets volés déclarés volés. Déclarés volés. Donc c'est une base qui est commune à l'OCBC, à des services de gendarmerie. Et c'est vrai que là-dessus, tout ce qui a été déclaré comme volé est enregistré. Il n'y a qu'eux qui y ont accès. Et c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une statue qui a été volée dans une église, par exemple, qui a été volée, on va dire, dans les années 90. Eh bien, un jour, elle passe en salle des ventes, et puis ça interpelle l'œil de quelqu'un, et il va appeler l'OCBC, et l'OCBC va regarder sur sa base, et voilà, la statue est là, donc ils peuvent remonter comme ça des filières. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être des années après, comme ça peut être assez rapidement. C'est 90 000 objets qui sont recensés dans cette base. Ils travaillent aussi avec l'intelligence artificielle, les enquêteurs. Tout à fait, là, ils sont obligés de se mettre à cette technique-là d'enquête, parce qu'elle peut leur servir pour aller plus vite,
pour repérer des objets, pour les identifier, pour les décrire, et ainsi confronter ce qu'ils ont déjà par d'autres sources d'informations. Est-ce que là, l'ampleur internationale de l'affaire des cambriolages du Louvre, c'est un élément important qui peut peut-être figer le reseller actuel des bijoux, ou pas tant que ça? C'est certain que la filière qui a pu organiser, commanditer ce vol-là va devoir faire encore plus attention, mais ils ont dû le prévoir en amont. Moi, ce que je vois dans cette affaire du Louvre, c'est surtout que ça va peut-être, à cause aussi de la médiatisation qui est faite, ça va peut-être faire prendre conscience de l'importance de cette criminalité-là dont on ne parle pas, et de cet office-là, je ne dis pas ça parce qu'ils ont eu la gentillesse de m'accueillir, mais de cet office-là qui fait un travail très important, au-delà même de, comme vous disiez en début d'interview, de sauvegarder le patrimoine. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail très important au-delà de la conservation. On sent que c'est une mission pour eux. C'est une mission, mais c'est aussi, comme je vous disais, c'est prévenir, attention, cette criminalité-là organise, et peut faire des déflagrations. Alors, il y a une série qui existe et qui traite un peu de ce sujet-là, mais ils ont cru bon de mettre un meurtre au début des affaires pour pouvoir donner une matière supplémentaire à cette criminalité-là. Il n'y a pas forcément de meurtre au début d'un trafic de biens culturels, mais il peut y en avoir aussi. Des pillages qui ont lieu en Égypte, en Syrie, où vous voulez, partout dans le monde, en Amérique latine, peuvent entraîner des morts. Donc c'est vraiment une criminalité aussi forte que le trafic d'armes ou de drogue. Mais est-ce que vous avez été, pour revenir sur l'affaire des bijoux volés au Louvre, 4 personnes ont été écrouées, 3 sont soupçonnées de faire partie du commando. Il y a un peu un mélange d'audace, une audace incroyable, et puis un petit côté pied nickelé, parce qu'ils ont laissé quand même énormément de traces ADN, non? Tout à fait. C'est un peu curieux quand même, non? Les pieds nickelés dans la grande cour, quoi, parce qu'ils ont laissé beaucoup de traces, et en même temps, ça a été préparé dans ce sens où ils ont opéré au meilleur endroit du musée, au meilleur moment de la journée. Donc il y a quand même il y a un mélange des deux. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi pied nickelé de faire tomber, de laisser autant de traces. Je pense que ceux qui ont proprement fracturé, pris les bijoux, ce sont des personnes, mais c'est mon humble avis, qui ont l'habitude de faire des bracos de tout type, que ce soit dans des bijouteries, des banques, chez des particuliers. Pas forcément au niveau du trafic d'œuvres d'art. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut imaginer là? C'est tout. Vous les connaissez, vous avez été en immersion pendant. Ça a duré combien de temps cette immersion? Ça a duré plus d'1 an. Plus d'1 an. Je suis pas sûre qu'ils aient tout à fait le temps de répondre à votre appel si jamais vous avez fait un appel. Mais là, c'est tout un service là qui est bien focus sûr, dessus. Là, c'est combien de personnes là? Alors, il faut savoir qu'à l'OCBC, aujourd'hui, ils sont 34, ils sont une trentaine. C'est pas énorme. On va juste comparer. En Italie, ils sont 300. Voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais 34 en France, 300 en Italie, le même service. 300 en Italie, je crois qu'en Belgique, ils doivent être à peine une dizaine. Et après, il y a des pays du monde où le trafic des biens culturels est très important, ils n'ont pas de police. La force de l'OCBC, c'est des opérations, c'est des stratégies, et c'est aussi d'avoir pu mener des enquêtes à l'étranger, et aujourd'hui, pas de donner des cours, pas de donner des leçons, mais d'aller faire des formations aux policiers de différents pays du monde sur comment travailler, comment prévenir. Toujours pareil, prévention, opération. C'est vraiment les deux. Donc aujourd'hui, c'est tout le service qui est mis à contribution, je pense, là-dessus. Moi, j'y suis pas allé. Et puis vous n'avez pas eu des nouvelles? Je pense pas qu'ils m'en donnent. Mais c'est vraiment un service qui est mis dessus, sans oublier le reste. Vous savez, une semaine avant le cambriolage au Louvre, il y a eu un vol dans un musée en Californie, à Oakland, où il y a eu plusieurs objets qui ont été volés de la période des Incas. C'est assez important aussi. C'est pas que en France, c'est un peu partout dans le monde. C'est pas que en France. Alors, il y a des affaires qui se terminent bien. Vous rappelez dans votre livre le reliquaire d'Anne de Bretagne, qui a été volé en 2019 et puis qui a été retrouvé par l'OCBC avec la PJ de la police judiciaire de Nantes. Je crois que c'était enfoui dans une forêt, c'est ça? Oui, mais parce que quand un vol a lieu à Paris, quand un braquage a lieu à Paris, tout de suite, c'est la BRB qui est saisie. Au sein de cette BRB, il y a une entité spécialisée dans le braquage des biens culturels.
quand un vol ou une affaire de trafic d'œuvres d'art a lieu en France, ce sont soit les gendarmeries, soit la police judiciaire locale qui est saisie de l'affaire, mais très vite, une co-saisie est faite et l'OCBC entre en jeu. L'OCBC a une compétence nationale, donc elle peut rayonner partout en France, sur Paris et aussi partout en France. Donc ils ont un réseau, ils ont des informations, des connaissances, des liens que n'a pas forcément la PJ de Nantes ou que n'aura pas forcément la BRB Paris, puisque déjà 50 ans d'existence et puis aussi toutes les affaires qu'ils ont menées, eux, ils ne font que ça. Donc toute leur particularité. C'est toute leur particularité. Vous racontez aussi dans votre livre la restitution, 38 ans plus tard, d'un plastron de cuirassé, d'un casque datant du XVIe siècle, volé au Louvre en 1983 et l'OCBC a pu restituer au musée. Donc, Tout à fait, c'est ce que je vous disais, c'est le facteur temps. Au bout d'un moment, dans une affaire, il va y avoir soit quelqu'un va louper une marche, il va faire une erreur, il va le vendre et puis ça va être vendu, revendu. Et puis le dernier, on va dire, receleur va plus savoir exactement l'existence, d'où ça vient et remettre ça en vente. Et là, un rat de bibliothèque qui aura vu cet objet-là saura d'où il vient à l'origine. Vous diriez que ce service, l'OCBC, c'est vraiment une unité d'élite qu'on nous envie Oui, c'est une unité d'élite, c'est un service exceptionnel et je pense qu'il faut les soutenir et en même temps, j'allais dire les laisser dans la discrétion parce que c'est leur force aussi. Le secret, la discrétion font partie de leur force. Trafic d'œuvres d'art, une enquête au cœur de l'OCBC. C'est un livre-enquête tout à fait passionnant qui a une forme particulière puisque c'est un vrai travail journalistique. C'est aussi des portraits, des rencontres, des interviews. Et puis, c'est à la fois raconté par des aquarelles. C'est Laure Fissor qui vous a accompagné. C'est un livre tout à fait passionnant et qui a une forme très originale et très intéressante. Merci de votre présence, Luc Lariba. Merci d'avoir été en direct avec nous. Simone Signoret a disparu il y a exactement 40 ans. Elle est à nouveau à l'honneur à travers un film qui est sorti en septembre, Moi qui t'aimais, et puis surtout un livre, celui de l'écrivain Nicolas d'Étienne d'Orves, Simone Signoret, Histoire d'un amour. Avant qu'il me rejoigne en plateau, je vous propose d'écouter Benjamin Castaldi évoquer le souvenir de sa grand-mère, justement Simone Signoret, qui a vécu pendant de longues années place Dauphine, au cœur de Paris. Benjamin Castaldi était au micro de Thibaut Gauthier dans l'émission Figaro la nuit. À cette terrasse, il y a eu un jour Simone Signoret et Yves Montand. Alors cette terrasse, pas celle-là, parce que avant, la place Dauphine n'était pas ouverte au public. En fait, les restaurants étaient restreints sur la partie trottoir. Mais eux, ils habitaient au 15. Oui, juste là. Juste là, ce qu'ils ont appelé la roulotte, qui est en fait un petit appartement très très simple en entresol avec un premier étage et un deuxième étage. Et leur cantine, c'était chez Paul, où ma grand-mère venait manger régulièrement À l'époque, il servait la boîte de sardines avec la boîte. Ah oui, directement. C'était très tendance. Oui, oui. C'était très hype déjà. Oui, oui. Mais je suis sûr que c'est chic encore. C'est très chic. Donc ça a été leur cantine et la place Dauphine a été leur refuge pendant 40 ans. C'est-à-dire que même si après ils ont été beaucoup à la campagne, à Auteuil, Montand et ma grand-mère allait aussi beaucoup dans le sud, à Saint-Paul de Vence. Là, c'était vraiment la base. C'est là où j'ai vu Montand, après, quand il chantait à l'Olympia, venir se changer ici. C'était vraiment C'était le QG, c'était la tanière. Bonjour Nicolas d'Étienne d'Orves. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes écrivain et puis une signature très connue des lecteurs du Figaro. Vous avez
collaboré au Figaroscope. J'adorerais vous lire dans le Figaroscope. Figaro Magazine, Figaro Madame. Voilà. J'ai fait tout le grand chelem. Vous êtes de la maison, bienvenue donc sur Figaro TV. Merci. Vous vous êtes intéressé à Simone Signoret, l'actrice française, à travers ce livre, Simone Signoret, Histoire d'un amour, c'est aux éditions Kallman-Lévy. Pourquoi Simone Signoret? Pourquoi vous êtes intéressé à cette femme? C'est sa personnalité, son parcours qui vous ont intéressé? Oui, en fait, c'est le troisième volet d'une trilogie que j'appelle en plaisantant Les Grandes Emmerdeuses. J'ai fait d'abord un livre sur Marthe Richard, ensuite un livre sur Arletty, et là, il fallait que je trouve un troisième personnage, c'est-à-dire des femmes de poigne, des femmes d'esprit, des femmes de tête. Et c'était il y a 2 ans, j'étais avec mon éditrice, et je me suis dit, si le livre sort, il sortirait donc en septembre 2025, et un souvenir est né dans mon esprit. Oui. Je me souviens très bien le jour où j'étais chez moi dans ma maison avec ma mère à Senlis dans l'Oise, et quelqu'un est entré dans la cuisine, a dit Simone Signoret est décédée, et que je me souviens très bien que c'était le septembre 85, et je me suis dit mais 40 ans, ça me laisse 2 ans pour écrire une bio de Signoret, qui est un personnage qui me fascinait depuis longtemps, un peu oublié, injustement oublié. Un peu oublié, oui. Et je me suis dit, c'est l'occasion de de replonger dans sa vie, dans ses films, dans sa psyché. C'est une écriture à la première personne. Vous vous mettez donc dans la peau d'une femme. C'est pas donc une première pour vous. C'est difficile, c'est agréable. Il y a une liberté nouvelle pour l'écrivain que vous êtes de parler au nom d'une femme, ou pas spécialement? En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, je vis avec Signoret pendant des mois quand je fais mes recherches. Je lis tout ce qu'elle a écrit, tout ce qui a été écrit sur elle. Je passe mon temps sur l'autre meilleure chaîne de télévision avec le Figaro TV, qui est le site de l'INA, qui est une chose merveilleuse. Et en fait, Simone Signoret est née à la notoriété avec l'essor de la télévision. Donc, toute sa vie est scandée par des émissions, donc on trouve tout, ce qui est absolument fascinant. Donc, je m'immerge dans sa vie. En fait, ça vient de façon très naturelle. C'est-à-dire que, au bout du compte, comme les 2 autres livres, Marthe Richard et Arletty, j'avais voulu les faire au jeu parce que je suis romancier, je suis pas historien, même si j'aime l'histoire, je suis pas biographe. J'aime quand je raconte la vie de quelqu'un, j'ai besoin justement de la raconter, de partir comme si il était une fois Simone Signoret. Tout est vrai, mais comme un biopic. Un biopic, c'est la mise en image de la vie de quelqu'un. Et moi, c'est la mise en mots. Mais j'étais pas là. Je suis la petite souris posée sur son épaule. J'étais pas là pour voir ce qui s'est dit. Donc, j'invente les dialogues, mais j'essaie qu'ils soient le plus vraisemblable et presque plus vrai que la réalité n'était. Cette immersion dont vous parlez, ce travail de préparation, ça dure combien de temps, en l'occurrence, là, pour Simone Signoret? Chaque mois, c'est entre 6 et 8 mois. C'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que je deviens Simone Signoret. Donc, c'est pour ça qu'après, c'est assez naturel. Je vis Simone Signoret, je mange Simone Signoret, je vois tous les films. Mes enfants sont obligés de se taper tous les films. Vous prenez la voix de Simone Signoret pour engueuler vos enfants parfois? Non, mais je veux dire, c'est passionnant. J'ai une âme de rat de bibliothèque, j'ai une âme de chercheur. J'adore plonger dans des archives, j'adore aller chercher la petite bête, le petit détail qui sera le fil qu'on tirera, qui donnera un autre angle sur un personnage. Je fais ça pour mes romans. Et là, pour Signoret, ça s'est fait de façon très naturelle. Comme je vous dis, il y a tellement... il y a même une profusion, c'est ça ? Profusion d'archives, d'émissions, d'interviews, des apostrophes, des radioscopies, des 7 sur 7. Et puis, pour moi, c'est toujours un peu aussi un petit plaisir nostalgique. C'est-à-dire que j'ai grandi avec la fin de Signoret. Donc, j'ai revu des émissions que j'avais vues enfant. Et c'est toujours assez touchant il y a un petit plaisir proustien, si je puis dire. Votre roman démarre par ce fameux 19 août 1949, parce que Simone, c'est le coup de foudre, avec un certain Yves Montand, parce que Simone Signoret, ça ne va pas sans un certain Yves Montand. Et c'est ça qu'on a vraiment voulu faire avec ce livre. Au départ, j'avais fait quelque chose de beaucoup plus long, qui couvrait toute la vie, et en fait, c'était trop, et en fait, avec mon éditrice, on s'est rendu compte qu'il fallait recentrer, recadrer sur ce qui est vraiment la période phare de la vie de Signoret, c'est-à-dire, en fait, son histoire d'amour avec Montand, qui a duré plus longtemps, mais on s'est arrêté, c'est-à-dire qu'en fait, ce livre, c'est Vie et mort d'un coup de foudre. Un coup de foudre qui commence le 19 mai 49 à la Colombe d'Or, le fameux hôtel de Saint-Paul-de-Vence, et qui court bon gré, mal gré, avec pas mal de circonvolutions et de trahisons, jusqu'à ce qu'on a appelé l'affaire Marilyn. Et donc, j'arrête mon livre à la mort de Marilyn. C'est-à-dire, ça court sur 13 ans. Parce qu'après ça, ce couple, c'est un couple, mais surtout un partenariat, c'est une équipe. Alors que c'est vraiment... L'amour leur tombe dessus, vraiment comme... Ils sont foudroyés. Ils sont foudroyés. Elle est mariée, elle a une mariée, petite fille. Elle a une fille. Elle est mariée à un cinéaste qui lui a donné ses premiers grands rôles, c'est-à-dire Yves Allégret, qui lui a fait jouer Dédé d'Anvers.
qui est son premier grand rôle. Et lui, Montand, c'est un homme à femme, c'est un séducteur extraordinaire. C'est le chanteur le plus connu de l'époque. C'est-à-dire que on n'imagine pas ce que c'était la notoriété de Montand. Il remplissait des salles de 2000 places tous les soirs pendant des mois. C'était extraordinaire. Et c'est ce qu'on retrouve dans votre livre et on réalise à quel point Montand était une immense star. Immense star. Et elle, en fait, ils sont beaux. Ils sont jeunes, ils sont les meilleurs de leur discipline, et en plus ils se rencontrent et en plus ils s'aiment. C'est extraordinaire. Pour la presse, c'est du pain béni. Et comme je disais, quand ils achètent leur appartement sur les quais de Seine, la télévision est là. Quand ils achètent une maison au bord de l'Eure, la télévision est là. Donc, en fait, les médias et donc le public et leurs admirateurs s'invitent chez eux au quotidien parce qu'en même temps, c'est des gens simples, se voulant simples. Donc, en fait, il y a quelque chose de très naturel. Ils font partie du quotidien des Français dans toutes ces années 50. C'est effectivement assez fascinant, ce mélange de stars, d'icônes et de proximité. Néanmoins, c'est deux personnes qui viennent de deux milieux tout à fait différents. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est une fille de bourgeois, de la banlieue, enfin de la banlieue, non, de l'ouest parisien, du 16e et de Neuilly-sur-Seine. C'est une femme qui, voilà, son père était militaire et ensuite était un des inventeurs de la traduction simultanée. Simone Signoret est une femme qui passe son baccalauréat, ce qui avant-guerre n'était pas donné à tout le monde. Montand, ce sont des prolétaires italiens arrivés dans les années 10, les années 20, juste après la Première Guerre mondiale, s'installant à Marseille. Montand, il grandit dans les taudis de Marseille, il charrie de la boue sur les docks de Marseille, il commence en chantant sur des cajots, mais l'un et l'autre vont naître, disons, enfin, vont connaître leur, disons, le tremplin de leur carrière pendant l'occupation. L'un dans le chant, l'autre au cinéma, en jouant des petits rôles, mais comme elle était juive, elle n'avait pas le droit de faire autre chose que la figuration, et donc c'est vraiment à partir de 45-46 que sa carrière prend un essor. Mais donc ils viennent de milieux très différents, mais ils s'aimantent comme s'aimantent les contraires, et tous les deux ont une vraie conscience sociale, tous les deux se veulent de gauche, ils l'étaient de facto, ils n'ont jamais été communistes, quoi qu'on l'ait souvent dit, en fait ils étaient compagnons de route. Elle disait mariés, elle disait fiancés mais pas mariés, ça évite le divorce. Donc voilà, ils étaient... Mais ce qui fait qu'à la fin de leur vie, ce qui restera, en fait, passer l'amour, c'est cette fusion politique entre le couple. C'est effectivement un couple qui partage cet engagement politique à gauche, qui va faire un voyage en URSS, à l'époque ça s'appelle encore l'URSS, en 1957, un voyage de plusieurs mois parce que Montand part en tournée là-bas et Simone Signoret l'accompagne. Un voyage très controversé parce qu'en fait ce voyage était prévu depuis plusieurs années et à chaque fois Montand, pour des raisons de tournage et tout ça, le repousse. Et donc il est prévu pour décembre 57, mais qu'est-ce qui se passe quelques semaines avant, c'est les Russes dans les rues de Budapest. Et donc, tout à coup, les chars russes dans les rues de Budapest, et tout à coup, tout le monde... Qui écrasent, qui font plus de 1000 morts, c'est ça de mémoire. En quelques jours, et là, c'est une polémique vraiment qui a lieu même dans la presse française. D'un côté, il y a le Figaro, de l'autre côté, il y a l'Humanité. Les gens s'échangent des lettres, et Montand se retrouve un peu au milieu, ne sachant pas quoi faire. J'y vais pas. Ils demandent à leur ami Louis Aragon, qui dit, bien sûr, il faut y aller, et en même temps, Aragon, dans les salons parisiens, dit non, il ne devrait pas y aller. Donc, ils ne savent pas quoi. Finalement, ils y vont. Et c'est extraordinaire parce que personne, à l'époque, n'allait de l'autre côté du rideau de fer. Surtout pas des artistes. Et Simone Signoret est juste Madame Montand. Et ils passent 4 mois là-bas. Ils vont Moscou, Leningrad, toutes les capitales de l'ex-Union soviétique, et c'est un teint au pays des soviets, c'est-à-dire qu'ils découvrent un monde totalement différent. Ça va être le lieu d'une grande désillusion, saine désillusion, mais désillusion quand même pour eux, et ils ont ce dîner extraordinaire où ils se retrouvent, sans du tout l'avoir prévu, à la sortie d'un concert, d'un récital de Montand, un militaire vient les chercher, les emmène dans une petite pièce, on ne sait pas ce qui va se passer, la porte s'ouvre, et il y a ce qu'on appelait le présidium, c'est-à-dire Khrouchtchev, et tout le carré rapproché de la tête de l'Union soviétique, qui les invite à dîner. Et Simone Signoret, l'alcool aidant, elle aimait beaucoup la vodka et tout ce qui avait pas mal de degrés, commence à parler très clairement et très franchement à Khrouchtchev, et ça donne lieu à une scène extraordinaire où elle lui pose des questions très claires au sujet de ce qui s'est passé en Hongrie, au sujet de la violence soviétique, et l'autre, bon an mal an, lui répond de façon très, très joyeuse, très naturelle, et tout ça se finit par un verre de vodka. Par un verre de vodka, enfin plusieurs verres de vodka. Et alors, il y a cette fascination, ce voyage
en URSS, à l'Est. Et puis, par ailleurs, le couple Montand-Signoret, c'est un couple aussi qui aime les États-Unis, à l'opposé dans ce monde qui était en deux blocs, Alors, et qui va aux États-Unis d'ailleurs, parce que Signoret va recevoir un Oscar, la première française à recevoir un Oscar. Mais il y avait une fascination d'eux et de leur génération pour l'Amérique. C'est-à-dire, surtout ayant grandi pendant l'occupation, l'Amérique, c'était quand même une idée de la liberté. Le premier succès de Montand, c'est une chanson qui s'appelait Dans les plaines du Far West. Et pendant la guerre, Simone Signoret, initiée par Marcel Duhamel, qui était un de ses premiers amants, le fondateur de la série Noire, elle découvre le jazz. Donc, il y a une fascination pour ça. Et ils finissent par aller aux États-Unis après pas mal de circonvolutions. C'était compliqué parce que, étant à l'Union soviétique, c'est compliqué d'avoir des visas. Et ils y vont. Et c'est d'abord le triomphe de Montand à Broadway, le chanteur français qui illumine Broadway. Et aussitôt, on lui propose de faire un rôle au cinéma. Et c'est dans le film Le Milliardaire avec Marilyn Monroe. Et en même temps, la chère Simone reçoit le premier Oscar d'une Française, après Claudette Colbert, certes, pour l'Oscar de la meilleure actrice à Hollywood pour un film qu'elle avait fait en Angleterre. Ils vont vivre à Hollywood pendant 6 mois aux côtés de ce couple composé de Marilyn Monroe et de son époux de ce moment-là, qui est Arthur Miller, un écrivain dramaturge que les Montand-Signoret connaissent puisqu'ils ont joué la pièce de Miller à Paris, Les sorcières de Salem. Absolument. Et là, quelques années avant, les Montand, pour la première fois, d'abord, jouent au théâtre et jouent ensemble. Le couple Les Époux Proctor, qui est dans la pièce Les sorcières de Salem, qui est une pièce qui dénonce le macartisme, donc une pièce de gauche, une pièce engagée. Donc quand ils arrivent aux États-Unis, ils ne connaissent pas Marilyn et ils ont vaguement croisé Miller, mais donc il y a tout de suite une sorte d'intimité de fait qui se met en place et simplicité entre eux. Et Signoret voit pas le risque, elle voit pas le danger, parce que il rencontre Marilyn, pas du tout la Marilyn qui fait la couverture des magazines, de Life et tout ça, mais une demoiselle un peu échevelée qui sort de son lit, qui s'est pas peignée, qui a pas passé 3 heures à se préparer, qui donc est une petite américaine un petit peu ordinaire, qui a pas forcément grand chose à raconter, qui a beaucoup de charme et qui est très touchante. Et Signoret développe un sentiment presque maternel, en tout cas. Marilyn devient sa petite sœur et elles sont très très liées pendant quelques mois. Ils sont ensemble au Beverly Hills Hotel avec ces deux bungalows à côté proximité. de l'autre. Et c'est assez touchant. Et en fait, c'est quand Miller part pour New York écrire le scénario des Misfits avec John Huston et que Signoret retourne en Italie pour tourner un film avec Marcello Mastroianni que Montand et Marilyn se retrouvent ensemble, chacun dans 2 appartements contigus, et bien vite, les et là, c'est 2 inflammables, on va dire, non ? Inflammables. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que ça, c'est le revers de la médaille de cette notoriété qu'ils ont tant cherché, Montand et Signoret, c'est que du jour au lendemain, Simone Signoret devient la coquille universelle, elle devient la femme trompée la plus connue du monde. Toute la presse s'en fait l'écho parce que ça ne pardonne pas de passer une nuit avec Marilyn Monroe. Oui, c'est un scandale mondial, il faut le réaliser. C'est assez incroyable. Vous avez un film préféré, vous, de Simone Signoret ? Alors, dans les films anciens, mon préféré, c'est celui qui s'appelle Manège, qui est un film terrible, d'une méchanceté. C'est son dernier film avec Yves Allégret. En fait, quand elle rencontre Montand, Allégret était resté après en train de faire le montage. Et c'est un film d'une noirceur. C'est-à-dire qu'à côté, les Diaboliques et tous les films sombres de Signoret sont des épisodes de Oui Oui. C'est un film de manipulation avec Bernard Blier et Simone Signoret qui est magnifique. Et puis dans les derniers, j'aime bien Les Graniers de Fer, j'aime bien Le Chat, qui est un film admirable. Et quand on pense que Simone Signoret avait à peine 50 ans quand elle l'a tourné, qu'elle joue le rôle d'une femme de 75 ans, femme de Jean Gabin, inspirée d'un roman de Simenon. Et ça, ce serait un film à ceux qui ne connaissent pas du tout Simone Signoret, qui aimeraient la découvrir. Là, ce serait quel film qu'il faudrait quand même, Casque d'or, qui est un film assez parfait dans l'intrigue, dans le scénario, dans la façon de filmer de Becker, qui est un cinéaste admirable. Vous parliez de cette femme, de ce physique de Simone Signoret. Il a beaucoup été dit à l'époque pour se venger de cette liaison que Montand avait eue avec Marilyn Monroe. Eh bien, elle se serait, entre guillemets, laissée aller pour le punir. On a dit ça, on a dit beaucoup de choses. En fait, elle avait commencé à se laisser aller avant. C'était une femme qui buvait, beaucoup, qui mangeait, qui fumait, qui ne s'économisait sur rien. Et donc, il n'y avait pas de... Effectivement, l'affaire Marilyn n'a pas aidé, mais ça a commencé avant. Quand vous la voyez même dans Les Diaboliques, donc on est là en 54, son visage commence à se creuser, elle n'a que 33 ans. Donc, je crois qu'il y a aussi une nature. Mais en revanche, elle n'a rien fait pour arrêter ce processus. Ce qui fait qu'en fait, ça a été aussi sa fortune, si je puis dire, c'est que ça lui a permis de tourner des rôles de femmes beaucoup plus âgées et donc des rôles beaucoup plus intéressants, alors que certaines comédiennes de sa génération, on ne leur proposait plus rien parce qu'elles étaient entre deux.
Oui, parce que c'est une époque où oui, les actrices s'arrêtaient beaucoup plus vite que maintenant. C'est un couple influent, très important, sans tout à fait d'équivalent aujourd'hui, non? Mais c'était une autre époque, c'était avant les réseaux sociaux, c'était avant, c'était, oui, non, il y a pas de, et puis l'engagement cet engagement nourri, le truc on cherche toujours des équivalents, c'est pas possible. Il n'y a eu qu'un Menton, il n'y aura qu'une Signoret. C'est un très beau livre, Simone Signoret, Histoire d'un amour. Je viens d'apprendre qui a eu le Goncourt de 2025. C'est Laurent Mauvigné pour La Maison vide aux éditions de Minuit. J'ai commencé à le lire, vous aussi ou pas encore? Alors, Vous en fait, l'avez fini? j'ai lu les 3 autres, je n'ai pas encore lu le Meuvigné, donc 750 pages, ça va m'occuper. Oui, c'est un très très gros livre. Qu'est-ce que Montand a apporté à Simone Signoret? Qu'est-ce que Simone Signoret apporte à Montand? Montand apporte à sera ma Simone dernière Signoret d'abord le cœur qui bat. Elle lui apporte j'allais dire une inquiétude permanente et elle lui apporte la passion. Elle lui apporte la passion ravageuse. Elle lui apporte une forme aussi de liberté, de décontraction. Et à l'inverse, Signoret apporte à Montand une forme de boussole, une rigueur intellectuelle. C'était sa colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, après la mort de Signoret, Montand, c'est plus la même chose. Il se met un peu à faire n'importe quoi. Merci Nicolas Détienne-Dorf. Simone Signoret, c'est passionnant à lire. On se réjouit de retrouver cette époque aussi. Merci à vous. Point de vue, c'est déjà fini. On se retrouve demain en direct, même heure, même endroit.